Mars 2024, j'achète un Trafic. Juin 2024, je finis l'aménagement pour partir faire un tour de la France. Avec cette expérience, je te partage aujourd'hui mon retour sur cet aménagement de van et ce que j'ai pu louper. Si je me débrouille bien, cette vidéo durera moins de 10 minutes. Et surtout, reste jusqu'au dernier point parce que c'est le plus intéressant. Non, c'est faux. Ils sont tous très bien. C'est un Trafic 2 de 2012 qui comptabilise 230 000 km. Avec une motorisation 2 litres DCI et 115 chevaux, ce van a pu m'emmener sur les sommets les plus hauts de la France. Climatisation, critères 3 et tout le tralala. Si vous avez d'autres questions techniques sur le van, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et passons tout de suite au premier point négatif de mon van. J'ai des petites notes parce que là, il y aura des chiffres. Alors, j'ai fait en sorte que mon lit peigne soit assez haut pour pouvoir y mettre en dessous mon toilette Boxio. Ça, c'était intelligent. J'ai calculé l'épaisseur de mes mousses pour que, selon moi, ce soit assez confortable. Ça, c'était intelligent. J'ai réalisé mon toit qui est magnifique. Ça, c'était réussi et intelligent. Maintenant, faisons un calcul plutôt rapide. J'ai une hauteur sous plafond de mon plancher jusqu'à ma tôle de Trafic de 1,33 m. On y soustrait à ça la hauteur du lit, sans les mousses, on est à 38 cm. À ça, on y retire l'épaisseur des mousses, qui sont confortables, je le rappelle, mais qui sont de 13 cm. On y enlève la toute petite épaisseur, mais qui est quand même là, celle des tasseaux du plafond. Ça, on en a pour 2 cm à peu près. On arrive à 133, moins 38, moins 13, moins 2. Ça arrive à 80 cm. Le problème, il est là. Je fais 1,83 m et quand je suis assis, je touche le plafond. Le problème, il se pose quand j'aime bien manger et lire en étant très droit. Et ça, c'est pas possible. Là, cette posture-là très droite, même si ça paraît pas très naturel, j'aime bien l'être quand je mange ou que je lis, et ben c'est pas possible. Là, j'aurai ma tête qui va toucher les tasseaux, de pas beaucoup, hein, mais un tout petit peu. L'erreur est là. Mis à part l'installation de mes vitres, j'ai pas voulu toucher à l'extérieur du van. Ça veut donc dire pas de prise P17, la fameuse prise électrique pour se brancher dans un camping par exemple, et ça veut aussi dire pas d'accès extérieur à l'eau potable. Pour vider mon bidon d'eau sale, c'est pas compliqué, j'ai juste à le tirer de sous mon lit, le débrancher de son tuyau et aller le vider. Mon bidon d'eau propre par contre, j'ai pas eu le choix de le positionner sous l'évier. Et à cause de cet emplacement, j'ai deux problèmes qui viennent. Le premier est que souvent je mets de l'eau partout quand je veux le remplir, même si j'ai un entonnoir, j'arrive pas, j'en mets partout. Le deuxième problème qui est plus compliqué, c'est que ce bidon d'eau propre, si je veux le sortir de mon van, je suis obligé d'enlever intégralement mon lit peigne, sinon mon tiroir à bidon d'eau propre ne se tire pas jusqu'au bout, je peux pas tirer le bidon d'eau propre. Alors théoriquement, on n'a pas besoin de sortir souvent le bidon d'eau propre du van, mais là ça fait 2 mois que j'ai pas utilisé le van, j'aurais aimé le sortir pour le rincer et le nettoyer à 100%. Bon là à la place j'ai dû mettre une pastille pour enlever les bactéries. Mais si je l'avais su avant, ce fameux bidon d'eau propre, je l'aurais mis dans ce que j'appelle le coin condamné. C'est le coin où se lient mes 2 meubles de cuisine, tout en bas où je peux pas y accéder sauf si j'avais une porte coulissante de l'autre côté du van. Et au moins j'aurais mis mon bidon d'eau propre ici, puisque de toute façon je peux pas le retirer, j'aurais mis une plus grande capacité dans ce coin condamné. Ça n'existe pas ce mot, c'est moi qui l'ai inventé. C'est juste que c'est un coin qui est condamné. Alors là, je vais vous parler d'un sujet qui fait débat et maintenant je comprends pourquoi. Je vais vous parler de la paroi séparatrice. Alors vous avez deux choix. Soit vous enlevez la paroi séparatrice, vous perdez en isolation, mais par contre vous pouvez accéder à l'avant du véhicule. Soit vous laissez cette paroi séparatrice et vous gagnez en isolation, mais vous pouvez plus accéder à l'avant du véhicule. C'est ça. Alors moi j'ai fait le choix de garder cette paroi séparatrice parce que selon moi l'isolation était primordiale, je voulais optimiser ça le plus possible. Je supporte, alors le froid je le supporte plutôt bien, ça pourrait aller, mais le chaud je supporte très très mal et je voulais optimiser ça le plus possible. Pour info, j'ai de l'Armaflex en 19 cm pour la plupart des endroits et ceux un peu difficiles d'accès, j'ai mis du 10 mm, c'est des plaques... je sais pas quel matériau, c'est du pétrole chimique, du plus chimique possible, très souple, qui sont très faciles à installer. Allez vous renseigner, Armaflex AF, voilà, c'est une bonne isolation, je juge que c'est une bonne isolation, mais dans tous les cas, quand il fait chaud, il fera chaud à l'intérieur. Je me souviens de matins où j'étais dans le sud, il faisait des 35 degrés à 11 h du matin dans le van. Donc peu importe qu'il y ait une paroi séparatrice ou pas, l'isolation, elle va ralentir l'entrée du chaud ou du froid, mais elle va pas la stopper complètement. Et c'est là où je regrette un peu, j'aurais préféré garder cet aspect chaleureux et d'agrandissement aussi du van en ayant enlevé cette paroi séparatrice. Et puis de pouvoir passer à l'avant du van aussi, c'est... Alors moi, le côté rassurant, je m'en fous un peu, enfin... J'ai pas trop peur, à vrai dire. Waouh, c'est vraiment une phrase de bad boy et de gars sans cœur, mais c'est vrai, enfin, j'ai pas trop peur, donc ça, c'est pas ça le problème principal. C'est plus que des fois, c'est pratique, juste à l'avant, d'aller chercher, si vous êtes en train de manger, que vous avez votre couteau suisse à l'avant, le sac dans lequel il y a l'ordinateur ou le chargeur, et surtout, ça agrandit la pièce.
Enfin, moi, j'ai vu des vannes où il n'y avait pas la paroi séparatrice. C'est monstrueux. Pour ce point, je vais un peu me flageoler sur ma technique et mon expérience, mais en soi, je pense que pas beaucoup font cette erreur. Le problème, là, plus général de ce point-là, c'est l'aspect économique. Alors, pour rappel, un lit peigne, c'est un lit qui va se déplier dans sa largeur pour soit le mettre en mode banquette ou soit le mettre en mode lit. Pour des soucis économiques, j'ai décidé de faire la structure du lit en tasseau. Ça coûtait moins cher. Après coup, je regrette, j'aurais préféré le faire en contreplaqué de 1,5 cm, ça aurait été plus solide et plus pratique. Pour installer mes tiroirs, j'ai vraiment galéré parce que j'ai même dû rajouter des tasseaux après coup parce que mes tasseaux étaient mal positionnés par rapport aux glissières des tiroirs. En fait, le contreplaqué, si j'avais bien fait mes découpes, toutes mes planches auraient été droites, mes glissières seraient bien passées. Je vois mon retour à la caméra, ça n'a pas de sens. Bon courage pour comprendre ça. Avec des planches de contreplaqué que j'aurais bien découpées, les glissières, je les aurais mis. Techniquement, ils auraient été calibrés à la perfection. Mes tiroirs seraient passés parfaitement. Là, comme j'avais fait, moi, ma structure en tasseau, il manquait des tasseaux à des endroits où je devais avoir des glissières. Donc, j'ai des tasseaux qui sont vissés dans le plancher de mon van, mais qui sont pas solidaires de mon lit peigne, juste parce que j'ai besoin de support pour mes glissières. Je l'ai plutôt bien expliqué, je suis plutôt content. En fait, le problème, ouais, c'est en train d'arriver là, je suis en train de comprendre, ne soyez pas des rats. J'ai été un rat là-dessus, parce que oui, des tasseaux, ça coûte moins cher. En plus, j'ai pris des tasseaux classe 2. Les classes 2, c'est les tasseaux qui sont traités pour aller en extérieur, donc ils sont jaunes. Bon, soit en soi, on s'en fout parce qu'on les voit pas, mais j'ai vraiment été au moins cher possible. Et en vrai, ça m'aurait coûté quoi? Peut-être 50 € en plus pour acheter une grande planche de contreplaqué. Et mon lit peigne aurait été parfait. Si vous voulez aller au plus économique, je comprends totalement et j'ai moi-même été un énorme rat sur ce coup. Mais je le savais en plus que ça allait être moins solide et moins pratique. Voilà. Ce dernier point, il va avoir un côté pratique, mais aussi philosophique. Pour moi, c'est tout l'intérêt d'un projet comme celui-ci, c'est d'apprendre de ses erreurs et d'apprendre de nouvelles compétences. Toujours est-il que là, cette compétence, j'aurais aimé la connaître avant, ça m'aurait évité quelques galères. Toujours dans un souci économique, j'ai décidé de peindre mes portes de placard que d'un côté, à l'extérieur, la face qui se voit. Logique, techniquement. Du coup, techniquement, non, c'est pas bien ce que j'ai fait. Pour avoir parlé avec un menuisier très récemment, j'ai appris que peindre la face d'une planche en bois que d'un côté favorisait sa déformation. En fait, la peinture qu'on va appliquer sur une planche va étirer la planche. De façon pas uniforme en plus. Elle va pouvoir étirer peut-être les angles à l'opposé, les angles sur le côté, ce qui fait qu'en tout cas, ça va déformer la planche. Et comme il n'y a pas de peinture de l'autre côté de la planche pour compenser cette déformation, la planche va être déformée. Et c'est justement ce qui est arrivé à certaines de mes portes de placard, c'est qu'elle s'est déformée dans les axes diagonales. Alors ça n'empêche pas sa bonne ouverture et sa bonne fermeture, mais on voit qu'elle dépasse de son bon emplacement de quelques millimètres. Bon, alors moins de 10 minutes de vidéo, défi réussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres questions sur des choses dont j'ai pu parler ou d'autres choses. Et moi je vous dis à la prochaine.